Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, sujet fondamental. Vous allez le voir dans un instant ici sur la scène de l'Estrade à Big, 11e édition. Voilà, l'idée c'est d'entendre aussi des retours d'expérience, bien entendu, sur le meilleur accompagnement qui vous convient pour monter votre boîte, hein, bien sûr. Il y a eu plus d'1 million d'entreprises créées l'an dernier. Voilà, je crois que c'est la 4e année consécutive qu'on dépasse le million. Voilà, il y a peut-être des jeunes qui vont créer leur boîte là au premier rang, voilà, peut-être hein, cette année. Bon, ça ne se passe pas toujours bien. C'est pas grave, enfin en même temps on apprend de ses échecs. Mais voilà, ça ne se passe pas toujours bien. La fin d'une entreprise, elle peut arriver à tout entrepreneur, vous le savez, mais elle ne marque jamais, évidemment, une fin en soi. S'y préparer, c'est évidemment se donner les moyens de davantage rebondir efficacement. Et on va vous en parler, parce qu'il y a des moyens évidemment de se couvrir, hein, très intéressant, peut-être pas aussi cher que vous ne l'imaginez, donc c'est pour ça, écoutez bien ce qui suit. Élodie Warnery, bonjour. Bonjour. Élodie, vous êtes directrice générale de l'association GSC. Vous allez nous raconter dans un instant tout ce que vous couvrez. Écoutez bien justement dans la salle. Cyril Noury, bonjour. Bonjour. Cyril Noury, vous êtes multi-entrepreneur dans la ruralité. Vous êtes fondateur de Propulsec, qui est une entreprise de coaching, d'accompagnement, de formation pour aider les leaders, les startups, diplômé en intelligence artificielle, enseignant en université. Vous animez des formations et des conférences et vous allez nous raconter dans un instant ce qui vous est arrivé. Voilà, parce que vous avez chuté et vous êtes reparti, justement. Arnaud Clerc, bonjour. Bonjour. Avocat, maître Arnaud Clerc de chez Idéo Avocat, spécialisé dans le droit du travail, la responsabilité des dirigeants. Alors, on va démarrer GSC, puisque vous accompagnez cette table ronde passionnante. Il y a un stand derrière, hein, juste à côté, là, sur la place des partenaires. Poursuivez les échanges après, évidemment, cette conférence. L'association Perte d'emploi GSC, que couvre-t-elle? Que proposez-vous, Élodie? Alors, l'association GSC donc, propose un produit d'assurance facultatif. En substance, c'est très simple, c'est l'assurance de pouvoir rebondir. En fait, on propose à des chefs d'entreprise, lorsqu'ils perdent leur emploi, c'est-à-dire tout simplement lorsqu'ils déposent le bilan, d'avoir un revenu de remplacement, d'avoir un revenu et donc de ne pas se retrouver complètement démunis à la suite d'un dépôt de bilan. Alors, ce que ça couvre la perte d'emploi, ça peut être la liquidation judiciaire, pour faire simple, et la révocation pour les mandataires judiciaires. Tout juste, voilà. Puisque nous couvrons l'ensemble des chefs d'entreprise, que ce soit les chefs d'entreprise, commerçants, artisans, gérants de SARL, mais également les mandataires sociaux, assimilés salariés, qui bien trop souvent pensent être couverts parce qu'ils sont assimilés salariés. Donc, ils pensent que le contrat de travail qu'ils détiennent va pouvoir leur permettre d'avoir accès à France Travail. Or, ça n'est pas le cas et en plus, ils le découvrent beaucoup trop tard. Voilà, et les cas peuvent être nombreux, hein, en cas de cession, de fusion, d'absorption, de liquidation judiciaire. C'est vrai, la vie d'une entreprise est faite de haut, c'est bien, mais parfois de bas, c'est moins bien et il faut se couvrir. Je le disais, finalement, pas trop cher. Oui, parce qu'on se dit, oui, se couvrir comme ça contre la perte d'emploi, la perte d'activité, chef d'entreprise, ça va me coûter une blinde. Pas du tout. Alors, pour les créateurs d'entreprise, on a un tarif à 35 € pour un système forfaitaire à 6 000 €. 35 € par mois, oui, c'est ça. 35 €, c'est ce que j'ai payé pour aller déjeuner à la brasserie à côté. Tout juste. Voilà, donc pour parler d'un chef d'entreprise, par exemple, un entrepreneur individuel qui aurait des revenus de 40 000 €, s'il souhaitait être couvert ensuite, si jamais, encore une fois, il déposait le bilan pour 2 000 €, ça lui coûterait 80 € par mois. 80 € par mois. Attendez, c'est peu ou prou un peu les cotisations France Travail pour des salariés? Alors, tout dépend évidemment. C'est assez compliqué à rapprocher, d'autant que maintenant, il n'y a plus de cotisation salariée, donc c'est un peu complexe. Mais en fait, alors là, ça paraît très, très technique. Ce qu'il faut savoir tout de même, c'est qu'on a fait un baromètre récemment. 170 chefs d'entreprise ont perdu leur emploi chaque jour en 2025. Donc, ça veut dire qu'à la fin de cette journée, il y a 170 hommes et femmes chefs d'entreprise qui n'auront plus d'emploi, plus de travail, plus de revenus, avec probablement auparavant, dans les mois qui ont précédé,
des insomnies, à ne pas savoir comment faire, à ne pas savoir comment subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille. Bien sûr. Alors c'est démoralisant, mais surtout le stress financier, on n'en parle pas suffisamment. C'est le stress qui est le plus délétère parce que justement, il fait appel à une peur extrêmement primaire, en fait, la peur justement de ne plus être en sécurité. Bon voilà, c'est très démoralisant ce que je vous raconte, mais simplement il faut comprendre que d'abord c'est pour cette raison que c'est extrêmement compliqué d'en parler, et c'est pour cette raison que voilà, on a besoin de sensibiliser encore et encore, et je vous remercie de cette invitation aujourd'hui. Mais c'est la raison pour laquelle c'est extrêmement important d'y penser, et c'est pas parce que on anticipe un potentiel échec qu'on n'a pas confiance dans son projet. S'assurer en cas d'échec, évidemment, ça ne va pas éviter, empêcher l'échec, bien entendu, mais ça permettra de mieux rebondir. Hein. C'est ça qu'il faut dire. Oui, absolument, ça permet surtout parce qu'on se libère quelque part de cette angoisse financière dont vous parliez il y a quelques instants, Elodie Wardery. Hein. Oui, tout à fait. Ça permet d'entreprendre sereinement, en fait, tout simplement. Alors justement, Cyril, racontez-nous ce qui vous est arrivé, justement. Racontez-nous votre parcours, beau parcours, et puis moins beau parcours à un moment. Eh bien, merci Fabrice, merci pour ce côté démoralisant mais réaliste, puisque c'est tout à fait le cas. C'est la vérité aujourd'hui, le thème. Attendez, c'est la vérité. Les assurances pour les particuliers, à un moment on nous dit votre maison elle peut prendre feu, c'est pareil. Vous pouvez avoir un accident de la route, on peut vous voler votre scooter. Oui, c'est tout aussi démoralisant, mais n'empêche qu'on le fait quand même. Quoi. Voilà. Et c'est exactement sur ça que je voulais aller, effectivement, c'est qu'on s'assure bien pour plein d'autres choses, pourquoi pas pour perdre son emploi. Et notamment quand on est patron, donc pour ma part, on me connaît surtout par rapport à l'Informatruck, qui était une start-up d'intégration et d'insertion, puisque l'idée c'était de recruter et de former des personnes en situation de handicap, de leur construire des camions sur mesure et de les envoyer réparer tous les appareils du quotidien, électroniques et électriques, dans les campagnes autour de chez eux. Donc une vraie entreprise à mission qui a eu plusieurs passages télé assez remarqués, c'est surtout là qu'on m'a découvert. Et malheureusement, notre deuxième levée de fonds, puisque c'était un modèle qui nécessitait un amorçage très lourd, les camions coûtaient 80 000 € unité pour être adaptés au handicap de leurs conducteurs. Donc autant dire que c'est pas anodin. Donc on avait besoin de cash au début. Et la deuxième levée de fonds a échoué à quelques mois près, mais on est tombé ce qu'on appelle en cash out. Ça veut dire qu'on n'a plus de trésorerie et on n'a plus de quoi payer les salariés à la fin du mois. Donc nous, on l'avait anticipé. Et malheureusement, pas assez, du moins pour ma part. Et lorsque cette entreprise s'est arrêtée, c'est seulement là que je me suis rendu compte que je n'avais pas souscrit chez vous, et notamment que je n'avais rien. C'est-à-dire que je me suis occupé de mes salariés, tout était carré pour qu'ils soient tout de suite repris, enfin pour qu'ils soient licenciés économiquement et autres, et ensuite qu'ils soient rapidement indemnisés. Et puis se pose la question du moi, ça fait déjà 6 mois que je ne me paye pas pour faire en sorte que la trésor soit conservée et qu'on aille le plus loin possible. Et là, il n'y a plus rien du tout. Et puis, oups, j'ai pas pensé à moi. Du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ce qui se passe, c'est l'entrée dans la fameuse spirale des 4D qu'on déteste évoquer, mais qui est une réalité pour beaucoup d'entrepreneurs. Les 4D. Les 4D, dépôt de bilan, dépression, divorce et malheureusement parfois décès. Donc ça, c'est une spirale terrible qu'il faut absolument briser. Alors heureusement, j'ai fait que le 1,5. J'ai eu de la chance parce que j'étais bien entouré. Mais il ne faut pas oublier non plus que quand on est entrepreneur et que les choses s'arrêtent, on n'a plus rien à faire du jour au lendemain. Donc on est désœuvré totalement. On n'a plus d'argent, on pense à comment on va vivre demain. On sait qu'on a toute la machine infernale de la liquidation qui arrive avec les administrateurs, avec les joies de passer au tribunal, ça fait peur ça aussi, avec le liquidateur qui vient nous mettre la pression, avec toutes les emmerdes qui vont ensuite, les prestataires qui ne sont pas payés, qui relancent, les huissiers à la porte tous les 2 jours. Oui, mais ça, il faut le gérer. Donc au niveau insomnie, on est bien. On est bien, il y a tout ça à gérer. Et à quel moment on pense à la suite ? C'est une bonne question, parce que dans ce contexte-là, à quel moment on peut penser à repartir, à rebondir, justement ? Si on s'enlève déjà certaines épines du pied, et notamment l'épine financière au moins pour quelques mois, ça nous donne de l'air pour pouvoir avancer. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a prêté de l'argent. En fait, je me suis endetté auprès de ma famille tous les mois, jusqu'à ce jour, d'ailleurs, 1 an après, pour pouvoir réussir à rebondir. Aujourd'hui, où vous en êtes ?
Aujourd'hui, j'ai recréé 2 entreprises. Ouais. Comme quoi, on ne se refait pas. Hein. Ouais. Mais Cyril, vous n'étiez pas couvert parce que vous ne connaissiez pas ce type d'assurance, vous ne connaissiez pas GSC, ou alors vous n'envisagiez absolument pas le crash? Eh bien, les deux. Ouais. En fait, les deux, déjà, pourquoi je me couvrirais alors que je suis enthousiaste? Et tous les chefs d'entreprise le sont. Ouais. Si on lance notamment une start-up, c'est qu'on a une idée révolutionnaire. Forcément, elle va marcher, sinon on n'irait pas. Ah, Arnaud Clerc, vous fréquentez, vous côtoyez beaucoup de dirigeants d'entreprise. Est-ce qu'on pourrait dire, voilà, est-ce qu'on pourrait envisager quel pourcentage savent qu'il existe ce type de couverture, y recourent ou pas? C'est assez faible. En tout cas, c'est trop faible. Mais pour rebondir sur ce qu'on disait, c'est exactement ça. En fait, un chef d'entreprise, il est convaincu qu'il ne va pas échouer. Et c'est normal parce qu'il n'y a que comme ça qu'il va monter sa société. Bien sûr. Donc l'échec n'existe pas. Donc penser qu'il va rater, penser que demain il n'aura plus de revenus, ce n'est pas possible. Donc en fait, il faut aller à l'encontre de sa nature et se dire, peut-être pas quand vous montez tout de suite la société, mais en tout cas très vite, c'est quand je monte la société, une assurance responsabilité civile et très vite, une assurance si ma société fait faillite. C'est à ce moment-là qu'il faut se poser les questions. Ça ne veut pas dire que je suis en train de mettre des mauvaises ondes dans ma société. C'est parce que parfois on se dit voilà, je ne veux surtout pas penser à ça. Mais il faut juste penser à ça pour en être débarrassé. Mais ce n'est pas parce que je ne crois pas à mon échec qu'il ne faut pas que je fasse attention à ça. Et donc en fait, le nombre d'employeurs qui viennent me voir après coup pour me montrer leur situation, c'est trop tard, c'est fini. Et je ne parle pas seulement de ceux qui montent leur entreprise ou qui sont leurs propres associés. Il y a aussi ce qu'on disait tout à l'heure, les mandataires sociaux, c'est-à-dire ceux qui sont quasiment embauchés par une société ou un groupe pour gérer une entreprise. C'est la même chose. On y pense après. Ouais. Élodie ? Oui, en fait, c'est simplement que c'est la différence qu'il y a entre prendre un risque, et un chef d'entreprise le fait naturellement, il prend des risques, il teste, il tâtonne, il recherche, il fait des essais, et parfois, l'échec, c'est simplement un essai qui n'a pas réussi, mais du coup, les conséquences, parfois, peuvent être effectivement dramatiques, ou simplement difficiles, et c'est la différence qu'il y a entre la prise de risque, c'est-à-dire l'audace, et la mise en danger. Voilà. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention. Et cette frontière, en fait, on la franchit sans s'en apercevoir quand on n'a rien prévu. Donc l'échec, il faut y penser avant. Et c'est ça, c'est le bon moment, c'est le meilleur moment pour venir vous voir. Alors oui, évidemment, il faut anticiper, ce qui est évidemment assez compliqué, mais il faut anticiper et ne pas venir lorsque c'est déjà compliqué. Et plus on anticipe l'échec, je le disais, plus le rebond sera facile, donc. Alors oui, évidemment. Alors, on a tendance à considérer que le rebond, en effet, il est facilité par le fait de pouvoir disposer d'un revenu, évidemment, parce qu'un chef d'entreprise, il rebondira, il trouvera le moyen de trouver un autre projet. La question, l'enjeu, c'est en combien de temps et à quel prix, en fait. Cyril Noury, les entrepreneurs, ils savent au départ, ça fait partie, et on le dit, on l'explique, que ce soit ici à Big, dans des salons des entrepreneurs, l'échec est possible. Et souvent, grâce à un échec, on peut rebondir plus facilement, on peut prendre conscience de ses erreurs, etc. Mais les entrepreneurs, ils ne sont pas fiers de communiquer sur l'échec. C'est quand même quelque chose de tabou, non? C'est extrêmement tabou, du moins en France. Ouais. Parce que chez nous, on voit l'échec comme quelque chose de négatif et on ne pense jamais à ce qui est positif dedans. Moi, je peux vous présenter l'Informatruck en disant voilà, c'est fini, on a raté notre deuxième levée de fonds. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Mais je peux vous dire aussi que parce qu'on est passé à la télé, on a permis à plein de gens de savoir qu'on pouvait réparer. Parce qu'on est passé justement à la télé en faisant une réparation en live, en vrai, on a pu aider les associations de défense des consommateurs à faire évoluer, par notre exemple, les lois sur la réparabilité des appareils en France et en Europe. Je peux vous dire qu'on a réinséré une vingtaine de personnes en situation de handicap, on leur a appris un métier et la plupart aujourd'hui ont retrouvé un travail après nous, qu'ils n'auraient sûrement jamais eu avant parce qu'ils n'avaient pas ce métier. Donc c'est juste une question de prisme aussi et d'état d'esprit, de se dire ok, l'idée elle était chouette, ça n'a pas marché, mais qu'est-ce que je peux en faire ? C'est quoi les signaux d'alerte à prendre en compte? Parce que là, on se pose la question, rebondir après avoir planté sa boîte, mode d'emploi. Mais avant, justement, à quel moment on doit se dire ça commence à tanguer?
En fait, ça peut tanguer. Il y a deux images différentes. Il y a celui du chef d'entreprise qui a monté sa société, comme toi, et qui commence à ne pas se payer pour payer la boîte. Ça commence à ne pas être le bon indice. C'est-à-dire celui qui commence à dire « ma boîte ne fonctionne pas, mais je vais continuer à la faire fonctionner en allant chercher de l'argent ailleurs, autrement, pour couvrir mes frais ». Ça, c'est l'alerte numéro 1. Et aujourd'hui, maintenant, le Code du commerce a beaucoup changé pour justement faire de la prévention, pour prévenir ce genre de difficultés. Mais ça, c'est le premier problème. Et après, vous avez un deuxième problème pour les mandataires qui peuvent perdre du jour au lendemain leurs revenus. C'est quand vous n'êtes pas spécialement l'actionnaire principal, mais vous êtes le dirigeant d'une entreprise. Parce que vous avez également cette situation-là qui est la même. C'est-à-dire que je suis au cabis de l'entreprise, je ne suis pas un salarié. Si demain matin, je suis révoqué, et ça peut se faire en un claquement de doigts, je n'ai plus rien. Je n'ai plus d'argent et plus de revenus. Parce que France Travail, le chômage vous dira « vous n'êtes pas salarié, merci, au revoir ». Et le nombre de salariés qui sont devenus dirigeants en cours de route, parce qu'en plus, pour eux, c'est une promotion. C'est un plus. Je suis devenu le directeur général de ma société dans laquelle j'étais avant directeur de je ne sais quoi. Et qui ne regardent pas ce côté-là, et au-dessus, le groupe, la filiale, n'importe quoi, ne le regarde pas. Vous avez quelqu'un qui vient vous voir avec un bulletin de salaire très bien. Il cotise d'ailleurs à France Travail, hein, il continue à cotiser. Et on lui dit, mais monsieur, vous n'êtes pas salarié, vous êtes patron. Et vous allez perdre votre boulot dans 3 jours parce que vous êtes convoqué dans une assemblée générale et c'est terminé. Le rebond ensuite, c'est quoi les étapes du rebond quand on voit sa boîte qui est en redressement justement? C'est quoi les étapes pour sortir la tête de l'eau, les étapes une fois qu'on sort peut-être du... Est-ce qu'il n'y a pas une forme de déni, parfois de culpabilité, Cyril? C'est la première étape, c'est déjà d'accepter qu'on est raté. Ouais. Parce que ça, c'est pas facile non plus, justement. Avec l'enthousiasme de la création et de l'entretien d'une boîte, se dire j'ai raté, et il y a le j'ai, c'est de ma faute. Donc la culpabilité, elle est évidente. Du moins, elle est perçue. Alors qu'en vrai, non, ça peut être lié à plein de choses. Et derrière, on a largement le temps de débriefer et d'aller chercher des faits, mais encore faut-il s'enlever les œillères de j'ai planté ma boîte. Non, non, non. Ma boîte s'arrête. Ça ne veut pas dire que je l'ai plantée, elle s'arrête. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Et c'est surtout cette question-là. Et une fois qu'on a accepté, c'est comme une phase de deuil. Une fois qu'on a accepté, là, on peut commencer à se dire, c'est quoi la suite? Dans une phase de deuil, souvent, on va partager avec des proches, on est entouré. Voilà, là, qui on voit? C'est l'un des autres problèmes, c'est que hormis le liquidateur, souvent, on voit plus grand monde. Et c'est pas les mecs les plus sympas, ni les plus positifs, et encore moins les plus aidants. Après, on voit beaucoup ces banquiers et les huissiers qui sont encore moins sympas. Donc l'idée, c'est justement d'aller voir d'autres gens. Donc faire partie de réseaux d'entreprises, pour ma part, c'est ce qui a été salvateur parce que l'entourage, et en particulier quand on est start-upper, il y a le côté hype. On a un très beau carnet d'adresses, on a plein d'amis. Et c'est étonnant, mais le jour où on n'est plus hype, on n'a plus d'amis. Il y a 80% qui sont plus là. Et puis même dans le carnet amical, étonnamment, quand on a des emmerdes, il y en a moins. Il faut partager quand même avec ses amis, sa famille ou pas? Oui, ouais. Ah oui, c'est essentiel. Sans ça, on va dans le mur. Bien sûr. Arnaud, vous vouliez dire un mot? Oui, c'est pas exactement sur le sujet là, mais tout à l'heure, on parlait du prix. De combien ça coûte? Ouais. En fait, ça coûte rien. Quand vous êtes patron, vous cotisez pour l'assurance maladie, vous cotisez pour la mutuelle, pour vos enfants, pour tout le monde. Là, on vous dit juste, cotise pour continuer à avoir un revenu pour ta famille quand tu auras planté ta boîte. C'est ça, en fait. Et c'est pas très cher. Et dans les exemples que j'ai, vous n'imaginez pas le nombre de dirigeants qui cotisent à France Travail et qui... donc c'est de l'argent qui part pour rien, parce que France Travail vous dit merci pour votre cotisation, je ne vous la rendrai pas, parce que c'est un système de solidarité, mais par contre vous n'aurez pas droit à mes allocations. Donc vous avez des gens qui payent, mais qui ne payent pas au bon organisme pour à peu près le même prix. Donc c'est toujours cher, il y a des arbitrages à faire. Mais ce n'est pas un arbitrage qui me semble très compliqué à faire dès que la société commence à gagner un peu d'argent. Et encore moins quand on devient mandataire d'une filiale déjà installée. C'est le b.a.-ba. C'est comme l'assurance responsabilité. Les étapes à ne pas rater, c'est quoi le secret? C'est la rapidité, Cyril, ou pas? Pour pouvoir rebondir, oui. Ouais. C'est la rapidité, c'est d'aller se libérer l'esprit d'un maximum de contraintes, donc financières notamment.
Et c'est tout de suite d'aller se dire qu'est-ce que je peux tirer comme enseignement de ce que je viens de faire et comment je l'exploite pour me créer un nouveau métier ou une nouvelle boîte ou voir différemment ce qu'on appelle pivoter, mais avec une nouvelle structure puisque l'ancienne est finie. Mais c'est comment je vais exploiter mes nouvelles connaissances et surtout comment je vais utiliser aussi tous les gens que j'ai fréquentés qui sont encore là, mais il faut aller les chercher. La force du réseau, toujours. Hein, toujours. Toujours, quand on crée une entreprise, hein, voilà, et tout au long de la vie d'une entreprise, il faut partager, toujours. Quel conseil vous donnez, vous, Elodie Warnery, justement à la tête de l'association GSC, dans cette phase, voilà? Alors, dans cette phase de rebond, mais même avant, effectivement, je rejoins ce que vient de dire Cyril. Il est essentiel de ne pas rester seul. Et donc, parce que je pense qu'un chef d'entreprise est extrêmement seul. À chaque décision qu'il prend, il est extrêmement seul. Et alors là, encore plus. Donc, ne pas rester seul et se tourner notamment vers les organisations patronales, mais pas seulement. Les organisations patronales, évidemment, peuvent vous permettre d'avoir des conseils, des chefs d'entreprise qui vous ressemblent du même secteur, du même territoire. On a également ensuite les associations du rebond qui sont là aussi pour aider. Voilà. Et puis je terminerai juste d'un mot pour dire que la raison pour laquelle on parle aujourd'hui et on sensibilise, c'est que nous sommes nous-mêmes une association. C'est-à-dire que là, on vous parle d'un produit d'assurance. C'est le produit d'assurance qu'on a monté il y a en fait 45 ans. Parce que justement, depuis 45 ans, on s'est dit, en fait, les chefs d'entreprise, il faut les protéger autant que les salariés. Les salariés ont des dispositifs de protection, l'AGS, l'assurance chômage. Les chefs d'entreprise, il est éminemment important de les soutenir et de les soutenir au travers de dispositifs comme la GSC. Donc voilà, donc nous sommes une association. On est là, nous, pour aider les chefs d'entreprise, sensibiliser, en parler. Et évidemment, on promeut ce qui est en réalité un produit d'assurance avec des assureurs derrière. Bien sûr. Je vais vous passer la parole dans un instant. Vous pourrez d'ailleurs, si vous êtes chef d'entreprise, poursuivre la discussion avec toutes les équipes de GSC. Vous les reconnaîtrez. I love GSC sur leur badge. Juste, est-ce qu'on bénéficie d'un soutien psychologique, alors, Cyril? Théoriquement, oui. En vrai, non, à moins d'être vraiment pas bien du tout et que ça finisse par se voir. Il y a les APESA, mais moi, j'en avais pas connaissance avant que ce soit un peu trop tard. Donc là, je dis merci au CJD pour son soutien psy, parce qu'ils ont un service et je faisais partie de ce réseau. J'en fais toujours partie. Et en revanche, derrière, oui, on a le droit à quelques séances de psy. Alors, tant mieux. J'ai pas honte de dire que j'en ai vu un et que ça m'a vraiment aidé. Parce que il faut trouver des gens à qui parler. On ne peut pas parler à ses salariés. Déjà, ils font la gueule parce qu'on les vire. Et quand c'est pas tout de notre faute. Donc, ils sont eux aussi dans un moment pas contents. On ne peut pas parler à ses associés parce qu'en général, ils prennent comme nous tout dans la face. On a moins de gens autour. Nos partenaires, on ne va plus les payer. Donc, ils sont un peu moins fans de discuter avec nous. Alors, à qui on parle ? Donc c'est effectivement ça. Les 60 000 rebonds, moi, m'a accompagné sur la deuxième phase, donc de consolider ce que je voulais faire. Vous avez parlé des associations. Oui, oui, bien sûr. Tout à fait. Question, madame, s'il vous plaît. Merci d'avoir pris le micro. Cyril, bonjour. Comment tu vas convaincre ta banque pour ton nouveau projet ? Ah oui, ça c'est une bonne question. Oui. Je cherche encore. On est loser. La banque, elle ne doit pas trop avoir confiance d'un prime abord. Ah je confirme, 7 des 8 banques que j'ai interrogées pour mon nouveau projet, j'avais besoin de 5 000 €, n'ont même pas étudié le dossier. Ils ne l'ont même pas ouvert. C'est non, c'est rouge. Oh là là, liquidation, au revoir. Et la 8e m'a juste dit non par politesse parce que je connaissais un des conseillers, donc il m'a quand même reçu. Donc non, c'est très compliqué, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que s'il y a besoin de financer après, c'est mort, il faut se débrouiller. Parce que les banques n'ont pas envie des losers, du moins pas en France, alors que pourtant, on ne fera pas les mêmes erreurs. Donc, ça devrait être des entreprises plus solides. En revanche, là aussi, l'entourage, c'est le plus simple, parce que c'est d'aller essayer d'être soutenu par le réseau et par les copains entrepreneurs qui peut-être peuvent nous prêter un peu parfois ou nous soutenir financièrement en étant nos premiers nouveaux clients. Mais je n'ai pas de solution pour ça. Ce que je peux donner comme tips, c'est d'aller voir la Banque de France, même si ça fait un peu flipper, de se dire « Oh là, j'ai rendez-vous à la Banque de France. Oh. » Et en fait, ils sont super sympas, contrairement à ce qu'on peut penser de prime abord. Il y a vraiment un très bon accompagnement des entreprises par la Banque de France. Et ils ont des agences
Dans toute la France. C'est ça. Voilà, Il y c'est en ça a qui est un bien. dans chaque département. Ouais, t'es juste. Et notamment, ils peuvent nous aider à requalifier les choses. Moi, ils m'ont aidé à faire en sorte que je ne sois pas noté comme ayant craché 3 boîtes, puisqu'il y avait une holding de filles, machin, une organisation pour les locaux. Et 3 boîtes, ça veut dire qu'on est tagué rouge beaucoup plus longtemps. Alors que là, on pouvait prouver qu'il y avait un lien capitalistique et eux peuvent faire cet élément-là, cette petite manip qui, voilà, et ça, qui ça vous met aide un pas peu. dans le mauvais fichier. Voilà. Juste. J'avais une question derrière, monsieur, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marc. Ma question, c'est suite à une levée de fonds et on plante sa boîte, comment il faut communiquer avec les investisseurs? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Est-ce qu'il faut se taire ou faire un rapport de la levée de fonds? Merci, monsieur. Ça, c'est un vrai sujet. Ayant fait une première levée et ayant planté avant la deuxième, j'avais des investisseurs. Donc moi, j'ai toujours estimé que ce soit avec l'ensemble des parties prenantes d'être le plus transparent possible. Donc ils avaient des newsletters tous les mois et on faisait des rendez-vous avec les principaux investisseurs tous les trimestres. Dès qu'on était sur une pente compliquée, je leur avais donné les échéances en disant voilà, on a même fait des conseils d'administration renforcés avec plus d'investisseurs pour essayer de trouver des idées et de faire bouger l'écosystème pour trouver vite ce qui nous manquait. Bon, ça n'a pas suffi, mais cela dit, je pense que très peu sont partis fâchés avec moi parce que j'ai été justement très transparent dessus et les derniers échanges, alors l'un d'entre eux a même proposé d'investir dans ma nouvelle boîte par la suite, ce qui prouve qu'a priori ça va. J'ai laissé un bon souvenir, malgré la perte d'argent, mais il faut savoir que les investisseurs sont des gens habitués à malheureusement perdre leur mise dans une partie des paris qu'ils font. Oui, Maître Arnaud Clerc. Ouais, juste là-dessus, je pense que c'est indispensable. Enfin, moi, j'ai eu des exemples de start-up qui s'en sont sortis parce qu'ils ont été transparents avec les investisseurs et que soit un des investisseurs a trouvé une solution pour eux, soit à rajouter, soit à aider à la clôture de la structure. Mais en tout cas, ne rien dire, je pense que c'est la pire des hypothèses et qu'il faut plutôt être transparent parce que comme ça, au moins, vous êtes loyaux et la prochaine fois, les mêmes investisseurs, vous en aurez peut-être besoin. Et en plus, ils peuvent vous aider, en fait. Madame, s'il vous plaît, vous avez une question. Donc, merci pour votre intervention. Donc, j'ai 2 questions. Tout d'abord, au niveau de comment en fait c'est organisé pour les... Nous, on cotise, travailleurs, on cotise pour quand on est pour le chômage d'une certaine façon, mais comment ça fonctionne pour les pour les dirigeants, les entrepreneurs? C'est uniquement sur la base du volontariat, c'est ça? Ouais, en fait, c'est si vous voulez, mais c'est comme une assurance responsabilité civile dont je parlais tout à l'heure. Vous n'êtes pas obligé de la prendre, mais il faut la prendre. Et bien là, c'est pareil. Vous allez vers la GSC, qui est donc une association qui gère ce genre d'assurance, et vous vous inscrivez, vous avez un système d'adhésion, vous avez aussi d'autres assurances qui font ce genre de service, mais c'est purement volontaire. C'est pour ça que... Ce n'est pas le pouvoir public qui s'en occupe. Absolument pas. C'est un système privé, mais le chômage, France Travail, c'est aussi un système privé. Hein. On a l'impression que c'est l'État, ce n'est pas l'État, c'est les partenaires sociaux qui gèrent ça. Et la GSC, c'est les partenaires sociaux patronaux qui gèrent le système. Donc c'est pour ça que c'est un système de solidarité, mais auquel vous adhérez volontairement, et vous pouvez vous arrêter d'ailleurs quand vous voulez. Et c'est pour ça que la difficulté, c'est d'y penser, de faire... Ça a un coût, mais pas important. Et de connaître l'existence aussi. Voilà, bien sûr. Mais c'est de votre propre volonté, si vous avez envie. Vous aviez une deuxième question. Et ma deuxième question, c'était est-ce que vous êtes déjà intervenu dans des masters, notamment les masters entrepreneuriaux parce qu'en fait, du coup, moi, j'étais en gestion, en IAE, et j'ai rencontré beaucoup d'étudiants entrepreneurs qui, je pense, ne connaissent pas cela et qui ont déjà eu des échecs et qui sont sur un second projet. Et voilà, c'était pour savoir. Et est-ce que vous êtes ouvert potentiellement à des rencontres? Eh ben voilà, tiens, Elodie Warnery, on vous tend la main. Allez les voir. Alors oui, tout à fait. Alors oui, nous sommes disposés à venir voir les écoles. La difficulté, c'est que la tâche est gigantesque, en fait. Pour délivrer l'information aux chefs d'entreprise, on compte sur les organisations patronales, sur les acteurs de l'écosystème de l'entrepreneuriat, mais c'est un travail permanent, en fait, pour essayer de donner cette information. C'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, parce que c'est vrai que le principal problème, c'est qu'on ne le sait pas. Donc,
Oui, Alors, absolument, voilà. absolument. Voilà, mais Les universités sont encore vecteurs une fois, oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est effectivement une très très bonne idée. Bien, on va remercier chaleureusement à la fois Elodie Warnery et allez la voir d'ailleurs sur le stand juste derrière, à la tête de l'association GSC. Merci, merci, bravo, félicitations d'avoir pris la parole, d'avoir raconté votre échec et félicitations pour votre rebond justement. Cyril Noury, merci. Et puis merci pour tous vos bons conseils. Maître Arnaud Clerc, avocat spécialisé donc de droit du travail. On les applaudit, mesdames, messieurs. Et dans un instant, on revient avec un tout autre sujet. À tout de suite ici sur l'estrade.